Je suis Daniel Manrique, officiel de curation de données de recherche. Et à cette occasion, nous souhaitons partager avec la communauté quelques principes élémentaires pour le partage de données dans des dépôts tels que les DFDR et Borealis, par exemple. Et je tiens à souligner que cette présentation est disponible sur la web. À la fin de la présentation, vous trouverez un code QR et un lien pour accéder aux présentations en anglais ou en français. Euh, Bien sûr qu'afin que vous puissiez accéder ultérieurement à des nombreuses ressources trouvées ici. Euh, donc, c'est là pour l'agenda qu'on va partager aujourd'hui, 6 points. Et bien sûr que la première question qu'on peut se poser est pourquoi partager et réutiliser les données de recherche. Et je pense que la réponse vient en quelques points essentiels. Euh, tout d'abord, tout d'abord, en tant que scientifique, je pense que le partage et la réutilisation des données peuvent nous aider à éviter de répéter des expériences qui ont déjà été réalisées afin d'économiser, par exemple, du temps, de l'argent et des ressources. On peut se poser la question pourquoi faire une expérience à laquelle nous avons déjà accès, par exemple, non? Deuxièmement, le partage de données permet à des équipes indépendantes comme la vôtre, si c'est le cas, de vérifier les résultats en reproduisant les flux de travail originaux. Je pense que dans le paysage actuel de la recherche, cet aspect est crucial à cause de la crise de l'offre et la reproducibilité à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Et d'un autre côté, nous devons nous assurer que nous fournissons suffisamment d'informations pour que nos conclusions soient reproductibles. Et aussi, Ouais, on peut utiliser des jeux de données existants pour proposer de nouvelles questions ou même, par exemple, combiner des informations avec nos données de recherche originales. Je crois également que les jeux de données peuvent comprendre fantastiques ressources pédagogiques, par exemple pour les étudiants et les chercheurs en début de carrière. Et enfin, nous pouvons considérer les données brutes comme une ressource cruciale pour des initiatives telles que les méta-analyses qui fonctionneront mieux si nous pouvons fonder nos conclusions sur des recherches reproductibles. Et dans ces paysages, nous pouvons également trouver la politique des 3 organismes sur la gestion des données de recherche au Canada, spécifiquement. Euh, pour l'essentiel, le gouvernement est engagé à encourager une gestion et un partage efficace des données de recherche afin d'améliorer les retours publics sur investissement, non? Cette politique encourage la création de plans de gestion des données, par exemple, et le partage des données de recherche dans le cadre des projets financiers par des fonds publics. Et c'est certainement quelque chose qui va se renforcer dans la décennie à venir, je pense. Et moi, personnellement, j'espère qu'on arrivera à point où les chercheurs ou vous devez partager vos données de recherche sans aucune excuse. Euh, Cependant, je voudrais souligner qu'en tant que chercheur, qu'en tant que scientifique, nous devrions pas partager des données pour coucher des cas
dans les demandes de subventions ou de soumission à des journaux scientifiques, ou parce que des politiciens que nous connaissons pas les demandes, non? Mais j'aimerais vous encourager à considérer le partage des données comme une partie de nos responsabilités professionnelles et éthiques en tant que scientifiques et chercheurs. Il s'agit particulièrement d'une contribution importante à un mouvement de la science ouverte qui garantit que nos efforts de recherche sont utiles aux autres scientifiques et à la communauté en général. Donc, comment la recherche doit évoluer dans les prochaines années? Et premièrement, nous avons besoin de chercheurs qui connaissent bien la gestion et l'analyse des données, c'est-à-dire des personnes qui possèdent les compétences nécessaires et on peut dire peut-être les savoir-faire nécessaires pour traiter les données de manière responsable et bien sûr efficace. Ensuite, nous avons besoin de méthodes normalisées et standardisées pour partager les données brutes et les codes d'analyse afin que d'autres puissent vérifier les conclusions et les résultats de notre recherche. Et finalement, il est essentiel de favoriser une culture de la transparence et de meilleures pratiques scientifiques, définitivement, afin que la recherche reste crédible à long terme. Nous pouvons voir ici certains désavantages pour les différentes parties impliquées dans la recherche, de l'efficacité à la science ouverte, par exemple, en passant par le retour sur investissement des fonds publics. Et on passe maintenant à le deuxième point, et c'est que les données peuvent être en général en plusieurs parts. Il peut être dans l'ordinateur des étudiants et postdoctorants, le réseau des institutions ou des universités, la nuage, services comme Google Drive, Dropbox, etc. Et bien sûr que peut-être les systèmes ou les rapide calcul de haute performance que certaines institutions ont des accès. Mm, Mais si ici, nous avons la preuve que bien sûr que nous trouvons cette déclaration dans nos articles de recherche. Si vous voulez demander les données vraiment, la plupart du temps, les données ne sont pas disponibles. Euh, les raisons sont variées, allant de mauvaise gestion des données à des cas de fraude lorsque les données n'existent pas vraiment. Ensuite, dans les rares cas où les données sont partagées sur demande ou parce qu'ils sont dans les informations supplémentaires de l'article de recherche, nous constatons habituellement dans les 90, 90% des cas qu'il y a beaucoup de problèmes avec les données. Trop souvent, les métadonnées sont complètement manquées ou incomplets et il n'y a pas de fichier README pour expliquer le contexte, la méthodologie ou la structure de l'ensemble des données. Et, et je pense que ce manque de documentation peut rendre la réutilisation des données très difficile ou vraiment complètement impossible. Un autre problème courant est la structure désorganisée de jeux de données qui empêche une réanalyse, par exemple, ou une utilisation facile à futur. Et finalement, euh, de, de nombreux chercheurs traitent les données simplement
comme document supplémentaire joint complètement en article de recherche au lieu de les considérer comme des ressources autonomes susceptibles d'un impact majeur sur les études suivantes. Donc, euh, l'une des principales priorités est de s'assurer que les données sont une ressource autonome. Cela signifie que l'ensemble des données doit être clair, organisé et facile à, on peut dire, parcourir, même pour les personnes qui ne les connaissaient pas. Par exemple, il m'est arrivé comme un scientifique d'être sollicité d'avancer dans une recherche effectuée par anciens membres de laboratoire, par anciens étudiants du laboratoire. Et il n'y a aucun moyen, littéralement, aucun moyen de comprendre ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, pour éviter cela, le jeu de données doit être suffisamment documenté. Et il existe un cadre général appelé principes FAIR Principles en anglais, qui nous aide à comprendre les caractéristiques que doivent présenter des données bien gérées pour pouvoir être partagées. Nous aborderons maintenant un bon nombre de ces points dans le diapo qui suit. Très bien. Donc, à l'avenir, on va voir certains principaux généraux de partager des données. Les détails peuvent varier d'une discipline à l'autre, bien sûr, mais je pense que ces quatre principes sont traversaux dans tous les sujets. Euh, Tout d'abord, il convient de donner un titre descriptif ainsi qu'un résumé concis et mots-clés qui décrivent précisément qu'est-ce que l'ensemble des données contiennent. Les- c'est très important à penser que le titre d'un ensemble de données n'est pas le même que celui d'un article de recherche. On a vu cette case souvent. Et il ne ressemble pas à une déclaration, une conclusion, comme l'article de recherche, mais le titre d'un jeu de données doit refléter la nature, on peut dire, et le contenu des jeux de données. Et nous verrons quelques exemples. Ensuite, c'est très important de faire l'inclusion d'un fichier README avec des métadonnées. Et peut-être on peut dire maintenant, oh Daniel, c'est quoi les métadonnées? Ce sont des données qui expliquent les données. Donc, le fichier README doit expliquer le contexte des données, les méthodes utilisées et les instructions pour aider les autres à manipuler et ouvrir les fichiers et les données que vous partagez. Il faut s'assurer que les données sont structurées et organisées. Il est très important de définir des conventions de dénomination, de nomenclature descriptive et logique qui permettent d'établir les relations entre les fichiers dans l'ensemble de données. Premièrement, fournir un titre descriptif, un résumé et des mots-clés. Voici, on peut voir quelques exemples concrets de notre dépôt de FDR et une partie de le travail de curation que j'ai effectué. Un ensemble de données qui nous a été envoyé sur le nom Python.0. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une idée de qui il s'agit. Après le processus de curation,
il est ressorti avec un nom plus descriptif, peut-être, mais même en regardant ce titre aujourd'hui, 10 Frévière, je pense que l'idée d'affiner, par exemple, un home cache based motor learning for laboratory rodents, par exemple, pour être un peu plus descriptif, mais je pense que on peut se poser la question, est-ce qu'on peut trouver les noms parfaits pour un ensemble de données? Peut-être pas, mais je suis sûr qu'il y a des noms meilleurs que d'autres. Dans le deuxième exemple, nous pouvons voir que l'inclusion de la technique ou les méthodes pour générer les données améliore, je peux dire, rendement le titre et lui donne plus de contexte. Dans ce dernier exemple, nous voyons que l'inclusion d'un lieu le rendre spécifique et permettre de comprendre peut-être que ce jeu de données est lié à la géographie, par exemple, à l'information satellitale. Et très important, n'oubliez pas que le titre de le jeu de données n'est pas le titre de votre article de recherche. Les deux sont des entités complètement différentes. Et si nous examinons maintenant la description à l'aide de quelques exemples supplémentaires, on peut voir que une bonne description reflète le contenu et bien sûr les méthodes de les jeux de données. Ici, nous pouvons inclure autant de mots-clés que fait possible augmenter la découvrabilité des les données de recherche. Dans l'exemple, nous voyons une description peu informative qui peut être améliorée euh, afin d'informer les lecteurs sur le contenu des posts. Pareil ici, euh, où nous incluons les méthodes et décrivons les résultats qui constituent les contenus de lecture de données. Là encore, n'existe pas la description parfaite, mais certains sont plus informatifs que autres. Bien sûr, pour trouver des mots-clés pertinents pour notre jeu de données, nous pouvons poser la question suivante. Quel terme un utilisateur peut-il utiliser dans une chambre de recherche pour trouver mon dépôt? C'est une question à considérer en fonction de chaque discipline de recherche, bien sûr. Le deuxième point concerne une des parties les plus importantes d'un jeu de données, et c'est les fichiers README. En termes simples, il s'agit d'un fichier test qui explique le contenu de l'ensemble de données et la manière en que vous avez produit les données. Il existe plusieurs méthodes, ressources et modèles pour rédiger un fichier README sur Internet. Et certains d'entre eux sont énumérés ici, mais dans l'ensemble, un fichier README présente des caractéristiques communes qui, euh, qui méritent d'être mentionnées, je pense. En règle générale, un fichier README comprend l'identifiant d'un ensemble de données. Il comprend les titres, les auteurs, la date de collection de données et toute information géographique ou contextuelle pertinente. Et ça dépend bien sûr de les sujets de recherche, mais essentiellement, il établit l'identité de les jeux de l'ensemble de données. Et aussi, on peut trouver
cartes de fichiers et de dossiers qui d'habitude définissent la structure de l'ajout de données et montrent comment les dossiers et les sous-dossiers, les fichiers sont organisés et qu'ils contiennent. Il est également important d'expliquer la logique des conventions de dénomination utilisées pour les fichiers et les dossiers. On trouve aussi information méthodologique, les méthodes de recherche qui expliquent la manière que les données ont été collectées ou générées, les outils pour l'analyse et toutes les conditions expérimentales pertinentes. Euh, S'il vous plaît, n'oubliez pas que l'ensemble des données constitue une ressource autonome et que ces informations ne doivent pas être seulement dans l'acteur de recherche associé. On peut aussi partager informations sur le partage et l'accès de notre jeu de données. Ici, il est important d'indiquer clairement les autorisations et les conditions d'utilisation de l'ensemble de données. Nous encourageons l'utilisation de la pléthore de licences Creative Commons, licences CC, qui sont utiles dans presque toutes les situations. Parlons maintenant du troisième principe, que c'est définir une structure claire pour l'ensemble des données. Et nous pouvons imaginer l'ensemble des données dans le départ, comme on jouait Matroska, par exemple, où on a beaucoup de fichiers et de dossiers incorporés dans d'autres dossiers plus grands. Pour certains, je pense que pour certains d'entre vous, cela peut sembler un exercice trivial, mais apparemment, c'est pas le cas, car nous voyons le plus souvent des ensembles de données dont la structure n'est pas du tout compréhensible. Donc, idéalement, la structuration des données, c'est un aspect que vous faites dès le début d'un projet, mais si pour quelques cas c'est pas possible, on peut le faire en cours, mais c'est toujours mieux que pas le faire du tout. Dans tous les cas, il est important de prendre les éléments suivants, je pense. Premièrement, la structure des dossiers. Euh, je pense que réfléchissez qui est logique pour votre projet, c'est un aspect très important. Par exemple, il est logique d'avoir dossiers distincts pour les données brutes, les données traitées et les scripts d'analyse. Ça dépend de votre jeu de données. Type et format de fichiers. Et s'il vous plaît, décidez des formats de fichiers les plus appropriés et les plus ouverts possibles. Nous recommandons vraiment l'utilisation de formats ouverts, par exemple CSV ou TIFF pour les images, plutôt que des fichiers Excel ou CCDI pour des images de microscope. Euh, pour trouver un exemple. Et bien sûr qu'on doit être très conscient de la convention d'appellation et trouver des noms de fichiers et des dossiers logiques et surtout descriptifs. Et vous savez qu'on peut éviter les noms comme data, final 2, qui n'indiquent pas qu'est-ce qu'elle contient, non? Mais en général, l'objectif,
Ici, est-ce que d'autres personnes puissent naviguer facilement dans l'ensemble des données? Et je pense que nous verrons d'autres éléments à continuation. Donc, il n'y a pas de règle générale pour l'organisation des dossiers. Bien sûr, cela dépend du contenu du dépôt et la discipline de recherche, mais je pense que le protocole tiers 4.0 est un point de départ utile pour plusieurs personnes et nous fournit une structure que nous pouvons simplifier peut-être ou dans l'autre côté développer en fonction de nos besoins et la quantité de données qu'on peut avoir. Et sur la droite, nous pouvons voir un exemple de structure d'un ensemble de données propre. Et nous allons naviguer un peu dans cette structure à manière d'exemple. Donc, on peut avoir tout d'abord dossier de données entrantes. Euh, je pense que habituellement, cette étape est cruciale car il s'agit des données que nous obtenons de notre ensemble de données ou de notre instrument et qui ne sont pas modifiées par nous, par les chercheurs. Nous devons toujours, c'est très important, nous devons toujours conserver cette donnée brute. Les modifications sont effectuées totalement dans un fichier séparé. Euh, on peut penser que les données brutes peuvent comprendre des images, des tableaux, ou pourquoi pas des feuilles d'enregistrement originales, par exemple. Je pense que nous, les scientifiques, sommes tout familiers avec ce type de fichiers. Et on a dans l'autre côté les métadonnées des les données entrantes. Ça veut dire les données qui expliquent les données entrantes. Et comme je soulignais avant, c'est une question que soumettre, que rendre euh, compréhensible les données pour le public. Et en conséquence, il est prévu que ces données d'entrée sont bien documentées avec un fichier README décrivant les contenus, par exemple, de notre image, de notre tableau, ainsi que des livres de code décrivant les variables dans nos tableaux, par exemple. Il est important euh, de trouver aussi la meilleure stratégie, je pense, pour fournir une description et des fichiers qui est suffisant pour vos données. On a, on a aussi un autre type de données, que c'est les données d'analyse, qui ne sont pas nos données brutes, mais les données que nous avons modifiées d'une manière pour produire cette chose qu'on peut appeler les données d'analyse, non? Ce sont les données que nous utilisons pour produire des graphiques et des statistiques, par exemple. Et comme les données d'entre eux, les données d'analyse sont accompagnées de documentation qui décrit les contenus et surtout, je dirais, la manière que les données ont été modifiées pour produire les résultats. On verra plus d'informations à l'avenir. C'est un point très important et j'aimerais attirer votre attention sur ce point en particulier. Nous, en tant que chercheurs, utilisons des tableaux tous les jours pour manipuler des données, mais la plupart du temps,
Les tableaux sont des objets horribles à réutiliser ou sur le point de vue de la préservation des données. Voici des exemples de tableaux mal formatés qu'on peut trouver. Ces tableaux contiennent des cellules combinées, différentes variables dans une seule colonne ou pire encore, des tableaux et des figures combinées dans une seule fichier. Euh, donc, si vous accédez aux données que les chercheurs partagent dans les matériels supplémentaires des articles de recherche, par exemple, c'est pas Nature Communications, c'est les choses que vous trouverez 80% des cas, 99% des cas, je suis sûr. Donc, c'est pas une bonne norme et c'est pas cohérent avec la science ouverte ou la réutilisation des données scientifiques. Au contraire, voici un exemple d'un bon tableau. C'est que ce type de tableau, on l'appelle en anglais tidy table, euh, pour les faire court. Les lignes contiennent des observations uniques et les colonnes des variables uniques. C'est une organisation logique et extrêmement facile à réaliser pour les chercheurs. Et beaucoup d'entre nous, par exemple, qui travaillons spécifiquement avec des images, et peuvent également partager des fichiers intermédiaires que nous générons, tels que c'est pas les masques des images et les classificateurs qu'on utilise pour machine learning, par exemple, qui sont utilisés d'habitude pour créer nos images d'analyse. Euh, donc, je pense que les meilleurs compagnons de fichiers d'analyse est les codes que nous utilisons pour transformer les données brutes en tableaux ou figures que nous utilisons pour l'analyse. Personnellement, je pense que les chercheurs ne peuvent pas continuer à ignorer les codages en tant que compétence de base de la recherche. Nous passons du temps à comprendre les techniques de recherche et je pense que le codage doit être une de ces techniques. Et donc, je vous encourage ardemment et vraiment à conserver une documentation sur la façon de transformer vos données par le codage. Il n'y a pas d'un autre moyen approprié et vous pouvez disposer également d'excellents langages comme R ou Python qui, avec les nouveaux outils de IA, rendent ces tâches beaucoup plus faciles qu'elles étaient il y a 3 ou 5 ans, par exemple. Donc, cela nous a conduit aux scripts de traitement, qui sont des fichiers qui montrent comment nous avons modifié des tableaux ou des images qu'on utilise pour notre recherche. Et les scripts de traitement peuvent se présenter sous différents formats, mais l'important est qu'ils permettent de reproduire les processus que vous avez effectués sur les données. Et bien sûr, il est important de noter que les conventions d'appellation logique dans ce point sont essentielles pour joindre les données d'entrée et les données de sortie aux scripts de traitement, par exemple. Un autre type de fichier est les scripts d'analyse qui, contrairement aux précédents, sont ceux que nous utilisons pour analyser et générer les résultats, par exemple. Ils contiennent donc
les spécificités des modèles statistiques et les codes pour générer les graphiques à l'aide d'outils tels que ggplot pour R, par exemple, ou Matplotlib pour Python. En effet, dans certains cas d'analyse avancée, les chercheurs peuvent partager un script maître qui exécute tous les autres scripts et reproduit la totalité des résultats de la recherche. Et dans ce cas, dans ce cas ici, dans le dossier des résultats, on trouve les objets créés par les écrits d'analyse qui peuvent à nouveau prendre la forme d'images, de tableaux ou de figures. Et je trouve que ces objets sont extrêmement utiles la plupart du temps pour les entreprises qui publient des articles de recherche. Généralement, comme chercheurs, ne disposent pas des droits d'auteur sur ce matériel et autres scientifiques ne peuvent pas l'utiliser. Donc, je pense que le partage de ces ressources est un moyen excellent d'encourager la accessibilité de la recherche. Donc, on peut dire que le partage des résultats et des calculs est un des meilleurs engagements en faveur d'une science ouverte et reproducible. Donc, lorsque vous soumettez vos données en dépôt comme DFDR, il est important de s'assurer qu'ils sont bien préparés et prêts à utiliser par deux autres. Je présente ici quelques points clés à vérifier qui peut-être servent également de résumé des points que nous avons abordés au cours de cette présentation. Organiser les dossiers et les fichiers. Nous devons nous assurer que les données sont stockées dans une structure claire qui s'aligne sur le nom de la communauté ou à moins sur les bons sens pour que le public puisse les comprendre, utilise des conventions de dénomination cohérentes et descriptives, privilégier les formats de fichiers ouverts comme CSV pour les données tabulaires ou TIFF pour les images, par exemple. Et cela facilite vraiment leur réutilisation et conservation. Et finalement, bien sûr, fournir une documentation aussi complète que possible. Je voudrais ici souligner quelques aspects pertinents du partage de données qui pourraient émerger. Quand dois-je commencer à organiser mes données en vue de leur partage? Le plus tôt sera le meilleur. N'essayez pas d'organiser les données après 4, 5, 6 ans de gestion chaotique des données. Quand dois-je partager mes données? À tout moment des processus de recherche, c'est possible de les partager. Que faire si mon ensemble de données ne correspond pas à des protocoles tels que le tiers 4? Bien sûr, vous pouvez créer une structure logique et documenter vos données du mieux possible. Euh, Est-ce que mes données sont citables? Oui, bien sûr. Elles obtiennent un DOI, un DOI, qui les fait un objet utilisable indépendamment de votre article de recherche. En effet, si vous publiez votre jeu de données avant votre article, vous pouvez citer votre ensemble de données dans votre recherche. Comment les autres peuvent utiliser mon ensemble de données? Cela dépend de la licence
et les droits que vous utilisez. Nous recommandons licence Creative Commons 4.0 qui permet une large réutilisation des données. Où puis-je partager mes données? Vous pouvez partager vos données dans des dépôts spécialisés ou généralistes comme DFDR ou Borealis. Et je présenterai brièvement les deux. Donc, en bref, pour résumer, un jeu de données est un objet de recherche indépendant qui peut être utilisé et cité indépendamment de l'article de recherche. Mieux encore, considérez les articles de recherche comme des compléments à votre jeu de données. Bon. Donc, nous allons maintenant présenter deux dépôts généralistes canadiens que les chercheurs des universités canadiennes comme vous peuvent accéder. La première est le DFDA, le dépôt pour lequel je travaille. Et nous faisons notre meilleur effort pour nous assurer que les données que nous recevons peuvent être découvertes, réutilisées et bien sûr préservées à long terme. Vous pouvez soumettre des données n'importe quelle discipline et elles seront traitées par des personnes comme moi afin de garantir qu'elles intègrent les principes de la science ouverte et les principes FAIR. Et comme vous soumettez des données au DFDR, vous vous assurez donc que les données seront accessibles et réutilisables à long terme et que vous recevez un retour d'informations et un soutien sur les bonnes pratiques de gestion des données et sur la manière de rendre vos données aussi faires que possible. Euh, Ici, je tiens à souligner que DFDR traite des ensembles de données très volumineux qui peuvent attirer plusieurs tétraoctets, par exemple, et qui nous sommes toujours disposés à discuter avec les chercheurs pour répondre à leurs besoins en matière de stockage de données. En second lieu, nous avons Borealis, qui est une instance du Dataverse et qui s'administre par la bibliothèque de l'Université à Toronto, comme le DFDR. Ce dépôt est indexé dans des sites tels que DataSite, Lunaris et Google pour faciliter la découvrabilité de vos ensembles de données. On voit ici la répartition de reçus Borealis dans les institutions canadiennes. Borealis possède des collections au niveau institutionnel qui sont généralement gérées par les bibliothécaires de l'université correspondante. Ceci, par exemple, est différent de la FDR où nous avons une administration centralisée de tous les ensembles de données. J'aimerais souligner que Borealis dispose de certains outils que DFDR n'a pas, comme la prévisualisation des fichiers, l'outil d'exploration des données, l'intégration de GitHub, que c'est très important pour chercher comme moi, et qui peut être très utile ou important pour numéros scientifiques. Euh, Vous trouvez ici les liens pour les deux dépôts que vous pouvez accéder dans cette présentation. Bien sûr, voici quelques informations supplémentaires sur l'Alliance et les services que nous fournissons à la communauté des chercheurs au Canada. Et je vous remercie de votre invitation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Oui, Émilie. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Puis en voyant tous les trucs, je me suis demandé, est-ce que c'est déjà arrivé un dépôt des FDR parfait que vous n'avez pas eu besoin de revenir aux chercheurs et que il n'y a eu aucune modification de fait dessus? Je pense que non, mais on était proche. Et je pense que je pense que la éducation des chercheurs et les scientifiques, c'est très important parce que bien sûr que ça va euh, améliorer. Si on a un scientifique qui travaille beaucoup avec nous, euh, elle peut répondre toujours à notre observation à la fin. Les dépôts de ce chercheur améliorent encore, encore, encore. Je pense que c'est aussi une chose subjective, non? Mais il y a des principes fondamentaux qui sont clairs euh, en plusieurs dépôts, l'organisation, les fichiers rythmiques, etc. On peut tous les jours recommander quelques améliorations pour améliorer quelques faiblesses ou pour améliorer la documentation, mais je pense que euh, un peu seulement je peux dire, je sais pas, 10%, 5% des dépôts qu'on a reçus, on peut dire que c'est un dépôt très bon et, et nous sommes prêts, mais non, mais c'est beaucoup de travail, de rééducation des scientifiques pour améliorer les pratiques de documentation parce que comme scientifiques, nous sommes habitués à faire la recherche, à la présentation des résultats, à écrire des articles, mais à documenter notre donnée, c'est une chose que vraiment les institutions doivent attirer plus d'attention. Merci, puis continuez la formation. Je pense que ça vaut la peine. Merci, Amélie. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Sonia. Oui, bonjour, merci encore. C'était super intéressant. Je ne sais pas si ça a été dit, peut-être que j'ai manqué un petit bout. Dans le Mhm. fond, le service qui est offert, il est offert à tous les chercheurs gratuitement, c'est-à-dire n'importe quelle institution ou chercheur, peu importe l'établissement d'où il vient, il peut vous contacter et voir avec vous si euh, le DFDR, par exemple, est le meilleur endroit pour déposer ses données. OK. Oui, bien sûr, c'est complètement gratuit pour les chercheurs au Canada. C'est par exemple une petite différence avec Borealis. Borealis a un réseau des universités, mais il y a peut-être des chercheurs qui qui n'ont pas accès à Borealis dans l'institution. Donc, bien sûr qu'on peut offrir un soutien pour ces chercheurs, par exemple. Et je pense que un des avantages de AFDR, c'est les données très volumineuses qu'on peut gérer, par exemple, euh, on a par exemple des collections avec 50 teraoctes de, c'est très grand, mais on a la disponibilité. Ça dépend de les besoins de les chercheurs, mais nous sommes tout le temps disponibles pour discuter. Euh, Mais par euh, contre, les données doivent être toujours en des données ouvertes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ouais, y avoir comme des restrictions d'accès. Comme dans Borealis, il y a des, on peut comme restreindre ouais. jusqu'à un certain point, bien sûr, mais Ouais. il n'y a pas cette option-là dans DFDR. En ce moment, non, mais nous avons maintenant un projet de euh, restricted data, Oui, données restreintes, de oui, restreindre. Oui. oui, un projet de restricted data qui est en lien, que nous développons surtout avec l'Université de Montréal. Mais je Oui. pense que je spécule ici, mais
dans cette année 2025, il y aura plusieurs mises à jour concernant ce projet et je suis sûr que l'année prochaine, peut-être à la fin de cette année, euh, on peut offrir un soutien pour les chercheurs qui ont besoin de cette, de cette cas de fichiers qui ne sont pas ouverts pour le public complètement. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question où est-ce qu'on peut trouver Siga, s'il vous plaît. Je vais mettre les liens sur le chat. Dans ce lien, il y a la présentation complète et il y a beaucoup de ressources sur la présentation avec un lien direct quand il est souligné bleu. Donc, vous pouvez accéder les ressources et la présentation, c'est toujours ouvert. Euh, il y a une autre question. Ok, donc je réponds à la question de Denise. Euh, donc, on reçu des données de las universités, mais aussi de quelques organismes gouvernementaux. Par exemple, on a des datas de ressources naturelles du Canada qui nous envoient data concernant la précipitation, beaucoup de data, comment ça s'appelle, climatique du Canada, par exemple. Donc, on peut avoir aussi euh, des données gouvernementales. Mais si vous n'êtes pas affilié à une université canadienne ou une organisation gouvernementale, les DFDR ne peuvent pas avoir vos données, mais une possibilité, c'est d'avoir une collaboration avec une institution canadienne, un chercheur, un PI canadien qui peut peut-être aider et euh, on peut nous occuper de l'ensemble des données dans ces cas. Mais dans le cas des FDR, notre mandat, c'est spécifique pour les universités canadiennes. Il y a un autre dépôt qui ne sont pas euh, courés comme DFDA, par exemple, Zenodo, OSF, qui sont européennes ou américaines. Euh, mais DFDR, c'est pour le Canada, oui. Et oui, ministère des Ressources naturelles du Québec, bien sûr, on peut offrir support pour les données. Et je serai complètement attentif, oui. Et oui, Jérôme, excusez-moi. Pas de problème. Merci, Daniel, pour la présentation. C'est vraiment intéressant, là. Moi, je suis nouveau dans le domaine là, ici à l'Université Laval. J'aimerais ça avoir une petite. Je pose une petite question un peu ben, statistique, là. Est-ce que tu sais à peu près la proportion d'ensemble de données qui sont déposées, là, dans le fond, dans des FDR ou Borealis? Est-ce que c'est 5%, 10%, 15% dans le fond? Je ne sais pas, tu sais, nous, on essaie, on met en place La, OK, la vas-y. proportion en comparaison, par exemple, avec les articles de recherche. Oui, c'est ça. Mettons, dans tous les projets de recherche au Canada, ceux qui déposent des données dans des FDR ou Borealis, là. Je peux vous dire que j'ai reçu cette question pour mon entretien pour être curateur de données au DFDA. La dernière fois que j'ai vu, c'est 0,1%. Au Canada, on a à peu près 300 000 articles de recherche par année. 300 000. Et en ce moment, on a Et, au DFDR, on a, je pense, environ 500 données au FOD. Donc,
C'est OK. minimal. Bien sûr qu'il y a des données, par exemple, sur les informations supplémentaires de les articles de recherche. Mais je peux vous dire, j'étais doctorant en Allemagne, j'étais postdoctorant à l'Université Laval et j'étais en laboratoire où les personnes partagent les données. Mhm. Est-ce que, est-ce que tu crois qu'en plus là, de la politique des trois organismes là, pour la production de plans de gestion de données qui est en train de devenir obligatoire, là, est-ce que tu crois que dans un avenir plus ou moins rapproché, il va y avoir une obligation de déposer aussi des données dans les dépôts comme DFDR ou Boreas? Oui, j'espère que ça peut être une réalité parce que vraiment, à mon avis, maintenant je gère des données, mais à mon corps, je suis un chercheur encore. Hmm. Et je pense que les données sont plus importantes que les histoires qu'on rencontre Ouais. dans nos articles de recherche. Je pense que les données sont le cœur de tout ce qu'on fait comme scientifique. Donc, quand j'ai l'opportunité d'encourager des scientifiques à partager des données, de commencer avec petits pas de documentation, de petits pas de partager cette image que vous avez fait dans un microscope, etc. Mais je pense également que les institutions ont beaucoup de travail à faire à ces questions, comme j'ai déjà dit, l'éducation de chercheurs et sur comment documenter leurs données, comment les partager, c'est essentiel. Et je pense qu'il peut rendre meilleurs résultats si, si on, euh, si on fait l'incorporation de ces pratiques au corps, parce que nous, comme une responsabilité professionnelle, m- mais non parce que ce que le gouvernement dit, ce que le gouvernement... Ah, c'est pas. Hmm. Très bien. Merci, Donc, Daniel. À bientôt, sûrement. merci. Merci, Jérôme. Bon, donc s'il n'y a pas autre question, je vous remercie d'être ici et j'espère que après cette présentation, on a beaucoup de données en soumission au folder et bien sûr, Denise qui a fait la question. On attend votre données de la direction de la recherche forestière de Québec. Nous serons très contents de pouvoir travailler avec vous. Bien sûr, donc j'ai une dernière fois, je vais partager les liens de la présentation. Dans les liens, vous pouvez trouver les ressources sur la présentation et bien sûr que les informations pour nous contacter et pour travailler avec nous sur DFDR. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous.